Si vous aussi avez envie d'en savoir un peu plus sur les dernières tendances et derniers défilés, rejoignez Mode et Influence. Bonjour et bienvenue dans Mode et Influence, la première émission mode créée par des étudiants pour des étudiants fans de mode. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un thème un peu particulier, la mode et le sport. C'est un thème qu'on n'a jamais abordé avant. Et on a deux invités un peu spéciaux, Momo et Walid. On va commencer par vous, alors vous allez nous parler de mode et de foot. Walid, tu veux commencer ? Bien sûr, je veux commencer. Déjà, merci pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir de parler sport sur ce plateau. Pour ouvrir le bal, on va parler bien sûr de quelqu'un d'iconique. Madère, Manchester, Turin, Madrid, Riyad. Cette personne a parcouru tous les continents. Je parle bien évidemment de Cristiano Ronaldo. On l'appelle CR7, bien sûr, par ses initiales. Et j'aimerais aborder deux axes concernant un peu son influence, sa manière de s'habiller, sa mode, justement, à Cristiano Ronaldo. C'est une personne très influente dans le football, la plus influente dans le football au XXIe siècle. On va commencer bien sûr par le volet un peu sportif. On peut voir des images justement sur la télé, voilà, de lui sur un terrain de football. On voit que d'une manière vestimentaire, toutes les couleurs lui vont, peu importe les époques. En rouge, c'est lorsqu'il était à Manchester United en 2008, donc voilà, la première décennie du XXIe siècle. Après, on a deux images en bleu et en violet au Real Madrid lors de la décennie 2010-2020, où il arbore aussi des maillots bleus et violets assez colorés. C'est des couleurs qui ne vont pas forcément à tout le monde. Voilà, pour s'habiller avec ça, il faut vraiment en jeter, quoi, avoir quelque chose avoir quelque chose en plus. Et bien sûr, du haut de ses 41 ans, avec le maillot d'Al Nasser en Arabie Saoudite, avec ce maillot jaune qui lui va aussi à ravir. Donc on voit que c'est quelqu'un qui peut s'habiller de toutes les manières. Et aussi, Momo, tu peux l'affirmer, c'est quelqu'un qui a inspiré beaucoup de jeunes juste avec ses tenues vestimentaires dans le terrain de foot. On parlera après, bien sûr, en dehors des terrains. Mais cette tenue, par exemple, à Manchester United, même Louis pourra acquiescer, c'est quelque chose qui a inspiré beaucoup de jeunes, notamment en France, en Allemagne, en Espagne, dans toute la planète. C'est-à-dire, il mettait manches longues. Aucun joueur ne mettait des maillots manches longues à l'époque. Il rentrait le maillot dans le short, chaussettes longues, un bandage, du gel. Et je peux vous promettre, ceux qui peuvent regarder l'émission peuvent témoigner, tous les jeunes dans les centres de formation, dans les clubs amateurs comme professionnels, admirait Cristiano et faisait exactement la même chose. Je ne sais pas si tu as vu des gens arborer ça. Oui, c'est ça. C'est, en fait, au-delà de l'icône footballistique qu'il peut être, c'est aussi quelqu'un qui, par son style, mais pas le style qu'il peut avoir en dehors du terrain, vraiment le style sur le terrain, c'est quelqu'un qui a inspiré toute une génération avec finalement ce maillot manche longue et même les manches retroussées, comme on le voit sur l'image de gauche, finale de Ligue des Champions 2017, Walid. Donc on voit là aussi qu'il a l'habitude de retrousser les manches et on voit que c'est très intéressant au niveau du style. Et puis toutes les couleurs lui vont, parce que c'est que le maillot jaune, il est souvent critiqué dans le foot. Il est souvent moqué parce qu'on ne trouve pas ça très stylé, etc. Mais sur Ronaldo, ça va très bien, je trouve. Mais juste, en fait, c'est pas vraiment voulu, je pense. Ces fans, ils vont un peu mimer ce qu'ils voient, mais je pense que c'est pas une tendance voulue, c'est juste il fait sa vie de sportif et les gens comme sont fans de lui, ils vont dire bah tiens, Ronaldo il a fait comme ça, allez, on va faire comme lui, comme ça, je sais pas, ça nous donne sa puissance. Mais il dégage une certaine aura, tu ne trouves pas ? Un peu certain charisme. Il dégage une certaine aura parce que c'est CR7, mais est-ce que c'est parce que c'est une icône de mode Mais justement, l'intitulé de l'émission, c'est mode et influence, et on sait que de la mode découle forcément. Non mais on sait que de la mode découle forcément l'influence. Il y a beaucoup de jeunes qui vont s'inspirer de grandes figures de la mode par rapport à leur style et de grandes figures sportives aussi. Et forcément, quand on est footballeur, on va admirer Cristiano pour son niveau de jeu, mais aussi pour ce qu'il peut prôner en termes de style. Nous, quand on était petits, on voulait tous la même coupe que Ronaldo. En 2008, on avait tous le gel et on faisait tous la même chose, quoi. Donc, Ronaldo aussi, c'est un archétype. C'est quelqu'un qui a une sorte de starter pack. On pas beaucoup parler de ça à une époque, c'est-à-dire que quand tu penses à Ronaldo, tu penses à une tenue particulière, notamment les mèches blondes. Les mèches blondes en 2017, où beaucoup de gens parlaient de ça. C'était un peu sportivement un cheat code, c'est-à-dire qu'avec cette tenue-là, avec ces chaussures-là, ces manches retroussées et cette teinture blonde, il faisait rêver tout le monde, quoi. On savait dès qu'il mettait ça, même les joueurs étaient d'accord pour dire on est foutus. Tout simplement, on est foutus. Je ne sais pas si tu peux témoigner, Louis, parce que toi, oui, c'est le prime de Cristiano à ce moment-là. Il avait tout d'iconique et tout le monde se rappelle de cette époque-là. En plus, il était à son apogée au Real Madrid. Moi, j'ai l'impression que c'est pas le seul joueur à avoir fait ça. Enfin, si je me trompe pas, après. Mais c'est lui qui est le seul joueur. Il y a beaucoup des footballeurs, Neymar. Non, mais c'est le seul joueur dont on s'en souvient en fait. Quand on voit les mèches blondes, on se dit CR7 c'est 2017. Moi pas du tout. En quelle année Beckham ? Voilà, on sait pas. Bah ouais, mais voilà, on sait pas. Cristiano c'est tellement iconique. Mais parce que vous êtes fan de sport, mais je pense que ça dépasse pas la tranche des fans de sport. Et de foot. Après, on peut reconnaître que les couleurs lui vont bien, on peut reconnaître qu'il incarne quelque chose parce que c'est un bel homme, parce qu'il est athlétique, parce que aussi il réussit à avoir une certaine présence sur le terrain, tu vois.
Est-ce qu'il révolutionne quelque chose pour moi? Je sais pas. Il révolutionne quelque chose dans le monde du football où on n'avait jamais vu ce genre de style auparavant. Derrière ces merveilleux habits, on peut voir aussi quelqu'un qui s'entretient très bien, 41 ans quand même, dans le football ça se fait très rarement. Il fait attention aussi à son hygiène de vie. Crocs. Crocs, il est en salle de sport, il est dans sa propre salle de sport du côté de sa maison à Riyad en Arabie Saoudite. Il fait d'ailleurs attention à sa marque de caleçon, CR7 qu'il a créé lui-même, qui est fait de coton. Et coton c'est très important pour que tout le corps respire très bien au niveau des parties intimes. Et justement c'est quelqu'un, comme je disais, qui s'entretient très bien. Donc c'est important au niveau vestimentaire de s'accorder avec son corps. Oui, c'est sûr, et puis surtout au-delà de ça, il y a l'aspect entrepreneurial de créer sa propre marque de caleçon. Et on voit que ça aussi, ça peut inspirer d'autres jeunes, et puis ça peut permettre aussi de créer toute une branche économique autour de lui, de parler de lui. C'est important aussi en termes d'image, si on veut justement avoir de l'influence. Si on voit ces caleçons-là dans la rue demain ou au marché, on va pas forcément l'acheter. Mais comme c'est Cristiano Ronaldo, il y a forcément tout un emballement autour de lui. On va le revêtir. Là, c'est quelques récentes photos de Cristiano Ronaldo. On voit, il est un peu vieilli. On peut voir avec des habits assez modernes, du Gucci, du Louis Vuitton à droite, un survêtement Nike. Il essaie de s'adapter un peu partout. Mais moi, j'aimerais avoir votre avis. Parce que, certes, j'ai mon avis sur Cristiano, mais j'aimerais avoir l'avis, par exemple, de Louis Oujad. Vous le trouvez comment, là, vestimentairement parlant? Est-ce que ça fit bien sur lui? Alors, comment le dire de façon politiquement correcte? Je trouve que c'est l'archétype de la personne qui a de l'argent et qui veut le montrer. Et qui le montre en portant les marques les plus connues, les marques les plus chères, mais pas forcément qui investit dans des pièces qui ont du sens. Après, je pense quand même qu'aujourd'hui, il fait peut-être un plus grand effort dans sa manière de s'habiller qu'avant. Peut-être je me dis qu'aussi il y a Georgina qui est arrivée par là, et peut-être qu'elle a eu aussi un impact sur lui à ce niveau-là, puisqu'on sait que sa femme, elle aime beaucoup la mode et ce milieu-là. Après, c'est vrai que voilà, là on voit beaucoup, ok, il y a des marques Gucci, Nike, etc., mais il n'y a pas vraiment de style. Ok, il a toujours sa montre sur lui. Deux montres d'ailleurs. Oui, voilà. On voit juste des gros logos, mais il n'y a pas une harmonie. Tu vois, il fait pas attention aux couleurs, il fait pas attention aux coupes. Franchement, il capitalise sur sa beauté et sur son argent et il le met en avant. Tu vois. Et ça fonctionne. C'est ce que je vois, tu vois. Donc oui, on peut parler d'influence. Est-ce qu'on peut parler vraiment de style? Est-ce qu'on peut parler d'une identité propre? Moi, je sais pas. En dehors du terrain, je trouve pas qu'il ait un style exceptionnel. En tout cas, moi, je trouve qu'il peut influencer la jeunesse. Tout d'abord parce que la jeunesse n'a pas forcément les moyens de se payer ça. Mais moi, je suis surtout attaché au fait que sur le terrain, il a pu inspirer beaucoup de jeunes par rapport au fait d'être stylé sur la pelouse en tant que footballeur. C'est n'importe quel homme riche qui pourrait s'habiller comme ça. Donc. Je suis d'accord, il fait pas forcément de grands efforts, c'est des habits qui coûtent cher, pas forcément. Voilà, on connaît des joueurs comme Jules Koundé ou d'autres qui font vraiment des efforts vestimentaires. Et est-ce que ça te donne envie, toi, de t'habiller comme lui? Si j'avais ces moyens, j'achèterais tout. J'achèterais tout. Je pense que j'aurais beaucoup de choix, mais je m'habillerais pas comme ça. Je trouve que par exemple le polo Gucci en bas à gauche, il est moche. Il fait marcher du soleil, quoi. On a l'impression qu'on le voit tous les jours. Le vêtement Nike, il est sponsor Nike, donc c'est pas étonnant. Là c'est la grande classe. Il avait posé pour Hugo Boss à droite, en haut à gauche lorsqu'il a été invité à la Maison Blanche par le président des États-Unis, Donald Trump. On va pas parler de politique, je vous rassure. Moi, je suis pas très fan de sa tenue avec Donald Trump. Un costume, c'est un peu comme un uniforme, tu vois, qui te fait passer un peu partout et qui te permet de rencontrer des gens puissants. Je suis peut-être un peu plus séduite par cette version de lui en costume, et c'est un costume qui est taillé sur mesure, ça se voit. Mais après, il faut dire quand même que c'est la personne qui a le plus de followers sur Instagram au monde, donc peu importe de ce qu'il porte, les gens vont aimer et vont acheter. La photo de droite, j'aime bien. Après, ça fait un peu mariage, mais voilà, il est en costume, donc c'est bien aussi. Par contre, celle d'en haut à gauche, je trouve que là, le mélange de tous ces noirs, c'est un peu un mélange de plein de styles différents. Je suis pas forcément trop fan. Faut être nuancé. Bon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, ça fait plaisir de parler de Cristiano Ronaldo en plateau. Quelqu'un qui nous a tous inspirés ici. Moi et Louis en tout cas. Bien sûr. Merci. Bon, on va continuer avec toi, Momo. Tu voulais nous parler de qui, toi? Je voulais parler de Diego Moreira, qui est un jeune joueur qui évolue du côté de Strasbourg. Il a 21 ans, il est belgo-portugais, mais avec la sélection en football, il a choisi de revêtir le maillot de la Belgique. D'ailleurs, on le voit sur l'image. Et je voulais parler de lui parce que je trouve qu'il incarne un style assez particulier. C'est qu'on peut être footballeur tout en étant super stylé quand on joue. C'est que le foot, ça a souvent été associé à un sport où on va à la bagarre, etc., où il ne faut pas forcément être stylé. Ce survêt, ce que j'aime beaucoup dans survêt, et il faudrait féliciter le styliste de la sélection belge, c'est vraiment l'union des couleurs entre le orange qui est vraiment très présent en bas, là, au niveau des manches, que ce soit en bas du pantalon mais aussi en bas de la veste. Et c'est vrai qu'il a un peu déconstruit l'image du footballeur qui serait juste un castagneur qui n'a pas du tout de style. On peut être footballeur, on peut faire du sport, être professionnel et avoir un très bon style, et je pense que Diego Moreira l'illustre parfaitement, que ce soit sur les terrains et en dehors. Et on le voit avec ce pantalon qui est très répandu maintenant chez les jeunes joueurs. Trois quarts. Voilà, exactement, c'est en 3
3/4 et on le voit, c'est pas skinny pour autant, mais c'est serré, ça permet vraiment d'avoir une certaine mobilité quand on fait du sport. C'est assez confortable, mais c'est pas un short non plus, et c'est de plus en plus démocratisé chez les jeunes joueurs. Et puis cette veste avec laquelle on peut jouer aussi en temps de pluie et qui est vraiment très intéressante pour pouvoir jouer là aussi au niveau des mouvements. Donc c'est pas juste du style, c'est aussi très pratique en termes de la praticabilité, c'est vraiment intéressant. C'est accordé avec les crampons. Le crampon. Et le noir avec le bonnet. Exactement. Donc ça c'est en collaboration du coup avec Adidas. C'est ça. Ok. C'est avec Adidas qui est sponsor de la sélection belge. Là, c'est quand il arrive en sélection pour la première fois. Il a été convoqué, c'était en juin dernier. Bon déjà les couleurs sombres comme ça et le côté un peu monochrome, c'est des choses que j'aime bien, parce que je trouve que ça se marie quand même assez bien. Là on a des formes qui sont assez larges, surtout un pantalon qui est limite baggy mais qui descend pas trop non plus. Et puis on a, je trouve, tu vois, on faisait la référence tout à l'heure avec CR7 qui met en valeur des marques et on voit des logos, mais sauf que là c'est bien fait, tu vois. On l'a pas partout, on l'a un peu au milieu, on l'a un peu dans ses accessoires, mais le reste ça C'est reste... d'ici et je trouve, c'est petit. Exactement, Ouais. et ça reste plutôt sobre au final, tu Ouais. vois. Et au niveau des pièces qu'il peut avoir, il a la valise à droite et le sac à gauche, et puis ensuite le jean au début où il y a vraiment des motifs communs, où vraiment l'œil va directement sur ces motifs-là, qu'on voit que c'est tout un arsenal finalement de style. Et puis le bonnet, encore une fois avec les cheveux qui vont vraiment tomber, j'adore ces bonnets-là parce qu'ils montent un peu. Je pense que ça pourrait pas passer sur des cheveux courts, Ouais. mais je pense que quand on a les cheveux longs, ça permet vraiment aux cheveux de bien tomber derrière sur la capuche, et Ouais. puis ensuite la veste assez large. Puis on a des chaussures qui sont assez grosses, mais en Ouais. même temps elles sont pas ridicules. Tu peux le voir, hein, les chaussures de Balenciaga par exemple, c'est leur spécialité, ils font des grosses chaussures, mais qui des fois, quand on les voit sur les réseaux sociaux, C'est too much. mais là c'est pas le cas, et on a une certaine harmonie dans la tenue. C'est une Oui, tenue c'est ça. qui est bien choisie. Et est-ce que tu sais s'il a un styliste ou si c'est lui-même Ouais, qui- il a un styliste. Ok. Il a un styliste, mais il y a de plus en plus de joueurs qui font appel à des stylistes parce que pour l'image, c'est très important pour pouvoir toucher un public plus large. Parce qu'aujourd'hui, les footballeurs, c'est pas juste des sportifs, Mhm. c'est aussi des gens qui essayent d'avoir une influence un peu plus large auprès de la jeunesse, etc. Les footballeurs sont quasiment devenus des influenceurs. Et je voulais parler de Diego Moreira parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, justement, qui ont la responsabilité, très jeune, parce qu'il a que 21 ans, de pouvoir influencer toute une génération en termes de style. Alors évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir s'acheter ça, mais c'est vraiment très intéressant, je trouve, en termes de style. On voit qu'en équipe de France, c'est vraiment très très médiatisé. L'arrivée des joueurs à Clairefontaine pour jouer les matchs de l'équipe de France. Tous les joueurs ont fait attention à leur tenue, à ce qu'ils portent, leur montre, C'est ça, n'importe parce quelle que pièce qu'il met. C'est très épié, et puis sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles de se moquer, il y a beaucoup de railleries sur le style des joueurs, donc les joueurs veulent vraiment éviter ça pour leur image. Et je voulais vraiment insister sur le fait que c'est pas juste des sportifs, c'est vraiment aussi des gens qui adore le style, etc. Et je pense que même lui, c'est son goût personnel, c'est-à-dire qu'il adore la mode, il l'avait déjà dit, je crois, dans une interview. Donc c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Mais surtout le sac et le jean, que je trouve que c'est réussi. Ben moi j'aime bien. En fait, l'ensemble de la tenue va bien avec sa morphologie. Il a l'air grand, je sais pas Oui, il est si c'est costaud, le cas ou pas, mais oui. tout est un peu baggy et en même temps c'est pas too much non plus. Un parfait milieu et là, bizarrement, même s'il y a des noirs différents, ça me choque moins qu'avec Ronaldo parce que comme tu as dit, il y a quand même des motifs, il y a quand même un truc en plus que simplement mettre du noir sur du noir sur du noir. Il y a Puis, une certaine harmonie et cohérence, Ouais. je trouve. Mais on voit aussi qu'il y a un dégradé au niveau de la couleur. Je trouve qu'au début c'est assez sombre au niveau de sa veste, ensuite ça dégrade un peu sur quelque chose d'un tout petit peu plus clair, pas non plus tout blanc, mais c'est un peu plus clair aussi avec la présence du motif au milieu. Donc je trouve ça vraiment bien, je trouve que les motifs cassent vraiment le style. Après, la seule chose que moi j'aimerais rajouter, c'est que souvent, que ce soit les stars ou que ce soit du coup les athlètes, quand ils prennent des comment ça s'appelle, des stylistes, ils ont tendance à perdre un peu leur identité parce qu'il y a des trends qui ressortent et il y a une envie d'être à la mode, il y a une envie aussi de plaire, comme tu dis, à sa communauté. Et donc ça serait cool de voir un peu sur le temps comment son style évolue, est-ce qu'il arrive à avoir sa propre identité ou au contraire est-ce que il est assimilé un peu à tous les joueurs qui essayent d'avoir un style un peu baggy et un peu masculin, tu vois. Je voulais vraiment lier ça au fait que, comme je l'avais dit au début en préambule, on peut être footballeur et avoir du style. Moi je trouve que là par exemple, c'est pas lui qui a choisi, forcément c'est la tenue du club, il a le numéro 7 derrière, le numéro 7 rajoute un style, Walid le sait très bien. Évidemment. Mais c'est vrai que là aussi ça correspond bien parce que si le maillot du club était fondamentalement moche, je pense que ça lui irait moins. Là on a le bandeau par exemple qui fait un peu street, qui fait un peu tennisman je trouve. La tenue blanche, alors elle est imposée par le club bien sûr, il a le numéro 7 dans le dos et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un style assez uni au niveau de la couleur et puis la présence des soupules, donc on voit qu'il a réussi à s'adapter à l'hiver, on va dire, les soupules que ce soit au niveau du haut mais aussi au niveau du bas, et puis le bandeau qui fait un peu street, qui fait un peu tennisman et avec les cheveux bien sûr qui tombent. Là il n'est pas de dos, mais quand c'est à la télé ou en vrai et qu'on le voit de dos, je trouve que ça fait vraiment un style avec les cheveux longs et le 7.
Donc c'est plutôt intéressant je trouve en termes de style, mais après c'est imposé par la ligue de mettre des souples de la même couleur, ce maillot là est imposé par le club et ça renvoie un peu ce que tu dis au niveau de la liberté qu'ils ont par rapport aux stylistes, mais les joueurs font aussi le travail d'adaptabilité pour essayer d'avoir un style, pour essayer de faire en sorte de coller à ce qu'ils veulent eux. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on dirait presque, quand on regarde juste le bas, les tenues des joueurs de football américain. Parce qu'ils ont aussi des bas assez courts comme ça, et puis après ils ont leur truc là. Mais après, il y a beaucoup d'influence de la mode américaine dans le style des joueurs. C'est très streetwear, c'est très, il y a beaucoup de baggy, etc. Il y a beaucoup de styles inspirés de tout ce qui se passe du côté des pays anglo-saxons. Mais oui, ça casse un peu, je trouve, le fait qu'il ait des gants noirs, mais c'est pas ce que je retiendrai le plus. Je retiendrai vraiment pour les experts de foot le maillot Coupe de France aussi. Le maillot, moi je le trouve pas très beau par contre. Ah ouais, non, moi je le trouve beau. Je pense que les amateurs de foot, on est attachés à ce maillot-là parce que ça symbolise un peu la coupe et tout. Crédit Agricole. Ouais, je suis pas fan non plus. Oui, forcément, Crédit Agricole, ça casse un peu avec le style streetwear, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. On voit l'accouplement un peu des deux, mais on en oublie presque le Crédit Agricole. Tu vois, ça serait sur un côté ou genre en haut, tu vois. Le logo est Ça gros fait un quoi. peu cheap, je trouve. Après, comme j'ai dit, c'est pas lui qui choisit, il a pas de marge de manœuvre là-dessus. C'est sûr. Mais on était pas en train de critiquer. je pense que si cette néga lui, il l'aurait enlevé. Mais moi, c'est pas la chose sur laquelle je me penche. Mais après, c'est gris, etc. Donc ça casse un peu avec le style de base. Forcément, on voit que ça quand on n'aime pas forcément le joueur ou qu'on n'aime pas son style. Moi, je suis familier à son style, donc forcément, je suis pas très objectif. On voit en conclusion qu'on peut avoir du flow en étant un footballeur et en étant sur le terrain. Stylé, après avoir aussi d'autres looks et avoir aussi si la mode ça a vraiment une importance pour lui, mais c'est vrai qu'il fait déjà plus d'efforts que CR7. Ouais. Bon merci beaucoup Momo pour ta chronique, Merci c'était à toi. hyper intéressant et je suis contente d'avoir découvert un autre joueur de foot. Merci. Moi je vais continuer aujourd'hui avec le basket, donc on change complètement de sport. Je sais pas si vous avez entendu parler de Dennis Rodman. Oui, évidemment, légende de la NBA. Merci. Ah, je suis la seule qui connaît absolument pas, il me dit rien Ça du me dit tout. un truc. Il fait peur. Oh non. Donc Dennis Keith Rodman, c'est un ancien joueur de basket américain, né à New York et qui n'a jamais été un athlète comme les autres. Donc on le voit sur cette photo déjà. C'est déjà un défenseur qui est redoutable, un roi du rebond, une silhouette de près de 2 mètres et de 100 kilos. Donc c'est une carrure imposante et une personnalité encore plus massive. Il a marqué la NBA avec les Pistons de Détroit, les Spurs de San Antonio, les Chicago Bulls ou encore les Lakers de Los Angeles. Donc il a fait vraiment pas mal d'équipes de basket. Mais Rodman, il n'a pas seulement dominé les raquettes, il a aussi bousculé les codes vestimentaires du sport professionnel. C'est une icône des années 90 et il se distingue avec ses cheveux teintés. Donc là, c'est une de ses couleurs, hein, mais il en a eu plein. Des gros piercings, il en a 2 sur le nez, des énormes tatouages, donc voilà, et des tenues qui choquent autant qu'elles fascinent en fait. Il y a une époque où les joueurs, ils se fondent dans le collectif, lui il choisit l'extravagance et il choisit de l'affirmation de soi. Donc on voit les grosses lunettes, c'est un peu sa marque de fabrique. On voit qu'il porte du vernis, à l'époque dans les années 90, dans une Amérique qui reste quand même hyper puritaine. Bah lui il joue complètement sur les codes, il porte aussi des grands t-shirts un peu larges. Sur les tapis rouges comme dans la rue, il mélange les cuirs, les paillettes, les robes, les looks androgynes, donc là avec les ongles. Et il se place à l'opposé de ses coéquipiers qui sont plus classiques et plus discrets. Il revendique de l'authenticité, de l'acceptation du bizarre. Donc c'est vrai, toi il t'a fait peur. Sur le terrain, je parlais. Et il ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais seulement à lui-même et sans filtre. Et puis sa vie privée, c'est vrai qu'il est sorti avec Madonna, et Madonna c'est aussi une icône des années 90. Il a une relation hyper médiatisée avec elle. Il passait, souvent quand il faisait des compétitions, il passait les nuits dans des bars gays. Des fois il allait avant des championnats à Las Vegas, et il y avait Michael Jordan qui était obligé de venir le chercher pour qu'il vienne jouer le lendemain. Donc ça c'est lui. Et un jour il est même apparu avec une robe de mariée parce qu'il faisait la promotion de son propre livre et il a dit qu'il s'était marié avec lui-même. Donc ça avait fait polémique à l'époque. Et c'était un geste aussi un peu symbolique. On le voit là, on dirait carrément un peu... Le Lia. Ouais, de dire, enfin ça paraît improbable quand même. Exactement. Tu vois, Il a mis une perruque. Ouais, il a mis une perruque, enfin, genre vraiment, il était complètement dans son monde. Et ce qui est fou, c'est que, genre, c'est un joueur qui est très traditionnel, il a été marié avec des femmes et tout, et pourtant, il aime ce style un peu androgyne, et pourtant, il teste plein de choses, et ça l'empêche pas d'être hyper Mais après, masculin. excuse-moi, il fait 2 mètres 100 kilos, qui va lui dire quoi? Moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que justement, il a déjà expliqué, lui, pourquoi en fait il a
cette envie et ce besoin d'extravagance dans sa vie à côté du basket. Pourquoi elle a ce besoin par exemple, d'avoir beaucoup de tatouages, d'avoir beaucoup de piercings, tout ça. Parce que moi, je trouve ça très chouette, mais je me dis, il y a forcément quelque chose derrière. Dennis Rodman, c'était un joueur qui était plutôt timide quand il est arrivé en NBA. Un joueur très talentueux, mais qui vient d'une famille aussi un peu compliquée. Et il avait fait une tentative de suicide. Et en fait, ça a été un peu... On a eu un changement de personnalité. Au début, il était hyper timide, il parlait pas trop, il faisait juste du basket et il était très fort. Après sa tentative de suicide, il y a eu cette volonté de s'affirmer. Et là, on a commencé à le voir dans des tenues comme ça. On a commencé à le voir verbaliser qui il est. Une sorte de renaissance. Exactement. Belle histoire. Voilà. Ouais. Donc en fait, si on pouvait conclure sur Dennis Rodman, on pourrait dire que c'est la preuve que la mode, elle peut être une arme d'expression, même dans un univers qui est ultra codifié comme la NBA. Et sur le terrain comme dans la mode, Rodman, il n'a jamais joué la sécurité, il a toujours joué la différence. Et c'est ce qu'on va retenir de lui. C'est un truc que j'apprécie fortement, même si évidemment, on le porterait pas dans la vraie vie, mais je trouve que c'est hyper important qu'on ait des personnages comme ça qui bousculent un peu les codes de la mode. Et aujourd'hui, il devient quoi il est toujours vivant, il a une soixantaine d'années. Il va bien. Et il a ses enfants d'ailleurs, je les connais pas tous, mais je crois qu'il a une fille et un garçon. Son fils, il me semble il est aussi joueur de basket, et sa fille, elle est professionnelle aussi, mais je sais plus dans quel sport. Mais il est toujours vivant. Et par rapport aux lunettes, ça s'est imprégné dans même le football en Europe. On voyait ces grosses lunettes, ça devait dans les années 90, comme tu l'as dit. C'est quelque chose qui a perduré et qui a quitté, on va dire, le continent américain pour s'exporter jusqu'en Europe. On a vu des joueurs européens mettre des grosses lunettes, même en 2024, comme Yamal qui met ça, comme Désiré Doué, etc. C'est des joueurs qui mettent des grosses lunettes, alors que de base, c'est pas quelque chose qui se fait en Europe. On voit vraiment que la mode américaine s'est transportée jusqu'à l'Europe, et ça c'est peut-être grâce à Rodman aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas conscience parce que c'est des personnages qu'on peut avoir oubliés, c'était il y a 20 ans, tu vois, il y a plus de 20 ans. Mais en fait, je pense qu'ils influencent encore aujourd'hui nos athlètes. Et c'est prononcé, il n'y a pas beaucoup de basketteurs aujourd'hui qui ont vraiment leur identité visuelle marquée. Je sais pas, les Stephen Curry, James, etc. C'est des grandes figures dans leur sport, mais il n'y a pas vraiment de démarcation par rapport aux autres, je trouve. Après il y en a certains qui sont quand même stylés, le basket c'est un sport où t'as des hommes qui sont quand même grands, qui ont un certain style, mais ça va pas jusque là, et on n'a jamais de basketteurs qui ont des looks un peu androgynes comme ça, parce que ça se fait pas. Je pense que c'est un peu comme dans l'univers, peut-être que je me trompe, mais dans l'univers du foot c'est aussi un univers qui est très masculin, où on n'accepte pas un homme qui rentre pas dans les codes masculins en fait, tout simplement. Et puis on n'accepte pas aussi d'autres... c'était pas le cas de Rodman, mais on n'accepte pas d'autres identités sexuelles. Oui, c'est un peu moins susceptible de faire l'unanimité. On va dire que si un footballeur aujourd'hui devrait adopter ce style, il essuierait énormément de critiques, parce que ça reste un milieu qui est réputé très masculin, où il faut toujours se montrer beaucoup plus viril. Exactement, c'est ces codes qui sont encore très imprégnés, et où on n'accepte pas vraiment des styles différents. Jules Koundé, par exemple, a pu être critiqué pour avoir arboré des styles jugés un peu plus féminins. Donc c'est vrai que... talons, par exemple. Voilà, par exemple, ou les jupes. Il a mis une jupe aussi, donc c'est vrai que l'ouverture d'esprit, ça peut aussi être intéressant pour certains, mais avant de changer les mentalités et les codes, je pense qu'il va falloir beaucoup plus de temps. Mais c'est bien qu'on ait eu un avant-gardiste comme lui. Et maintenant, on va continuer avec un autre sport. Aujourd'hui, Louis, tu vas nous parler d'une athlète, pas comme les autres. Elle participe actuellement aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina en ski freestyle. Tu as choisi cette athlète de par ses performances sur la neige, ainsi que par sa notoriété sous les projecteurs. Donc déjà, est-ce que vous la connaissez ? Elle s'appelle Eileen Gu. Elle est née à San Francisco en 2003. Donc elle grandit avec deux cultures, d'une mère chinoise et d'un père américain. Donc elle grandit à San Francisco. Et donc elle a une enfance partagée évidemment entre les États-Unis et la Chine. Elle découvre le ski donc à 3 ans et très vite elle montre des capacités hors normes en fait. Et donc elle choisit le ski freestyle qui mêle la technique, la créativité et la prise de risque. Est-ce que vous avez déjà un petit peu regardé le ski freestyle aux Jeux Olympiques, même cette année ou auparavant ? Le salto et tout. Ouais, les saltos, ouais. Donc elle se démarque dans toutes les catégories, en halfpipe, softstyle et big air. Donc elle se contente pas de participer, elle repousse les limites en fait. Moi, ce que j'ai vu sur elle, c'est que hier elle a eu une compétition et elle a perdu face à Mathilde Crémeau. Voilà. Ouais. Et donc moi, ce que j'ai vu sur elle, c'est qu'elle lui avait piqué son entraîneur. Oui, son entraîneur a switché, en fait elle était avec la Suisse, les Suissesses, elle a été avec la chinoise juste avant, et ensuite l'entraîneur est revenu du côté de la Suisse pour ensuite, juste avant les JO, revenir avec
avec la chinoise pour participer au JO avec elle. Et donc il y a eu un petit peu de De trahison et de drama, mais ça va, tout va bien. Mais bon, par contre, il reviendra plus jamais du côté de la Suisse, elle va plus lui pardonner. Donc en 2019, elle choisit, donc il faut bien qu'elle choisisse entre la Chine et les États-Unis. Elle choisit la Chine pour représenter en compétition internationale, par l'envie d'inspirer une nouvelle génération de jeunes filles à se lancer dans les sports d'hiver, parce que c'est un petit peu méconnu, enfin moins qu'en France et en Europe, en Chine. Donc le monde entier la découvre aux Jeux Olympiques en 2022. À 18 ans, elle marque l'histoire avec 2 médailles d'or en halfpipe et big air. Donc halfpipe, vous voyez, c'est un grand tube qui doit faire des saltos à plusieurs mètres de hauteur. Voilà, exactement comme ça. Et big air, c'est un grand saut, il y a juste un saut à faire. Après, c'est les techniques de fluidité, l'atterrissage, etc. qui est noté. Bon, elle a fait une performance exceptionnelle. On en a dans le ventre pour faire des choses comme ça. C'est impressionnant. Je sais pas comment ils font. Maintenant, c'est devenu une star mondiale. Enfin là, on a parlé de sa carrière sportive, c'est très intéressant. Est-ce que c'est vraiment l'objet de... Un petit peu. Oui. Je veux aussi savoir quel impact elle a sur la mode. Est-ce qu'elle est intéressée par la mode? Elle a été repérée très jeune par l'agence IMG Model, que tu connais, qui est l'une des plus prestigieuses au monde, on va pas se cacher. Donc rapidement, les grandes maisons s'intéressent à elle et elle collabore avec Vuitton, Tiffany & Co. Et elle pose pour Vogue, Elle, Cosmopolitan. Et elle participe à des événements ultra médiatisés. Ce qui est fou, c'est que genre nous, on a déjà du mal à avoir une carrière. Ouais. Et elle en a deux en même temps. Elle est à justement- la fois c'est justement sportive ce que- de haut niveau, plus mannequin. C'est cette capacité à naviguer entre les deux mondes. Et elle arrive à être une mannequin confirmée sous les projecteurs et justement à briller sur la neige. En Chine, c'est une véritable icône en fait. Nous, on la connaît pas beaucoup, mais elle a quelques millions d'abonnés déjà sur Instagram. Pour une freestyleuse en ski, c'est énorme. c'est remarquable. Pas plus que Évidemment- Ronaldo. bien sûr. Non, pas plus que Ronaldo, évidemment. Donc forcément, après, la rémunération arrive et donc les contrats publicitaires sont démesurés pour une freestyleuse en fait. Elle se classe 4e juste derrière les 3 tenniswomen qui sont Coco Gauff, Aryna Zabalenka et la polonaise Iga Świątek. Bon, je crois qu'elle a eu 23 millions de dollars de salaire. Donc pour une mannequin en freestyle, énorme. c'est exceptionnel. Ouais, c'est énorme. Et donc elle ne lâche pas non plus les études pour continuer oui, non mais c'est fou. Elle est à l'université de Stanford où évidemment elle pratique l'anglais et le mandarin. Elle continue un petit peu pour inspirer les plus jeunes à continuer les études et être une inspiration pour les jeunes. Quel âge elle a 22 ans. Et nous, on est là. Nous, on est là. On est là. Et elle est mannequin. Chapeau, Eline. Je trouve ça beau parce que justement, à une époque, on avait tendance à cantonner les sportives, à les voir un peu comme des femmes un peu qui prenaient pas soin d'elles, c'était un stéréotype. Garçon en fait, manqué, genre, voilà. Ouais. Et en fait, ça montre qu'en fait, pas du tout. On peut aussi arborer fièrement sa féminité et pour autant être très sportive et allier les deux. Et on sait déjà que le mannequinat, c'est un monde très, très dur et très strict. Donc, de se dire qu'elle fait ça plus le sport de haut niveau, je trouve ça remarquable. D'avoir beaucoup de pression et le fait qu'elle arrive à tout gérer, plus ses études, je trouve ça beau. Ouais. Après, c'est un petit peu dommage. Là, du coup, on a parlé un peu de sa carrière. On n'a pas trop d'images qui montrent son style personnel. J'ai voulu surtout l'orienter sur la mode et le fait Ouais. qu'elle soit mannequin en fait. L'influence qu'elle a avec la grosse carrière sportive déjà. Elle Ouais. est déjà championne olympique alors qu'elle avait que 18 ans. Ouais. Bon, elle a gagné la médaille d'argent hier et je pense que c'est pas fini encore. On la Ah, félicite. Félicitations. Voilà. On la félicite. Tu regardes, Eline. Ça m'étonnerait, mais... Bah écoute, merci beaucoup pour De rien. cette chronique aussi. Maintenant, on va passer à toi, Héloïse. Toi, tu as choisi une sportive qui est bien connue dans le monde de la gymnastique. Et on peut même dire que c'est la plus connue actuellement. Du coup, j'ai choisi Simone Biles. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une gymnaste américaine qui a 28 ans. Alors, son premier contact avec la gymnastique, elle l'a eu alors qu'elle avait que 6 ans, lors d'une sortie scolaire où elle a visité un club de gym. Et en fait, elle est tombée amoureuse de ce sport et les entraîneurs l'ont directement repéré son potentiel. Et ils ont eu raison parce qu'aujourd'hui, Simone Biles, c'est la gymnaste la plus titrée de l'histoire de la gymnastique. Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène Simone Biles, il y a même des acrobaties aujourd'hui qui portent son nom parce que c'est la première en fait qui a fait ces acrobaties en compétition ou même la seule. Enfin, c'est intéressant de l'avoir pris elle, parce que moi je la connais pas personnellement, mais j'avais suivi un peu son parcours. C'est vrai qu'elle est impressionnante. Et puis elle elle était connue aussi parce qu'elle avait parlé de santé mentale Tout à et fait. tout. Donc c'est un personnage c'est une personne qui a du caractère et qui défend quelque chose. Mais
la gymnastique, et dites-moi si je me trompe, c'est pas le domaine qui paraît le plus proche de la mode, quoi. Pourtant, moi je pense qu'il est omniprésent dans la gymnastique, et ce depuis longtemps, et notamment au travers du juste au corps, que ça soit le choix des couleurs, des motifs, de la longueur des manches. Là, on voit par exemple qu'elle a choisi des manches courtes, en mode débardeur, donc ça met en avant aussi sa musculature, les strass, les paillettes, rien n'est laissé au hasard. Le juste au corps, c'est pas seulement une tenue réglementaire, c'est un costume de scène, une prolongation de la performance sportive et artistique de la gymnaste. Et Simone Biles, elle l'a compris très tôt. Dès les Jeux Olympiques de Rio, en fait, en 2016, on voit que c'est juste au corps, il se démarque. Strass, couleurs vives, mettant en avant son pays et son drapeau, motif puissant. Tokyo en 2021, il y a certains modèles qui comptaient plus de 8000 cristaux, donc c'est vraiment énorme. Et c'est juste au corps, il provenait ici de la marque JK Elite Sportswear, donc c'est le fournisseur officiel de l'équipe de gymnastique artistique des États-Unis pour cette compétition. Et on voit bien qu'en fait là, les juste au corps, ils ont été conçus dans un but précis, c'est capter la lumière. Et pour qu'en fait chaque mouvement, il puisse mettre Simone Biles et bien sûr les autres filles de son équipe toujours plus en valeur. Résultat, en fait, sur les tapis, on voit que elle, que ce soit sur le praticable, sur la poutre, sur les barres parallèles, tout ça. En fait, ces couleurs vives et ces cristaux, ils captent tout de suite l'attention du public et ils rendent ces performances encore plus grandioses. C'est vrai que les paillettes, c'est très beau et ça permet de la voir davantage, de vraiment la mettre en valeur, mais aussi les valeurs de patriotisme. On sait qu'au JO, c'est très important. Je pense que les paillettes la renvoient à elle parce que c'est son style propre, mais aussi les valeurs qu'elle prône par rapport à son pays et par rapport à l'amour qu'elle peut avoir pour les États-Unis. Je suis d'accord parce que en gymnastique d'habitude on ne fait pas très attention. Par exemple moi je fais pas très attention à la tenue des personnes, je fais plus attention à la performance. Des athlètes plutôt. Je fais plus attention à la performance, mais quand on s'y intéresse, c'est super intéressant. Je savais pas qu'il y avait autant de cristaux sur ce juste au corps. Au niveau des couleurs également, il y a un bon dégradé qui représente bien sûr les couleurs des États-Unis. Et tout à l'heure Jade disait que la gymnastique c'était pas forcément le sport où on voyait le plus de choses vestimentaires. La gymnastique, moi ça me fait penser à l'élégance, un peu pas la noblesse, mais c'est-à-dire que raffiné, quoi. La raffinée, etc. Donc ça m'étonne pas de faire un lien avec la mode. Il y a une vraie esthétique dans les mouvements, etc. C'est un sport qui est très artistique. Donc c'est des adjectifs qualificatifs qu'on peut lier un peu à la mode. Et justement là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, au-delà de tout ça, ça envoie aussi un message. En tant qu'ancienne gymnaste, moi je peux le dire, justement, ça a toujours été très valorisé dans la gym, les corps fins, les corps élancés. Pour prendre un exemple, il y avait beaucoup de clubs, alors le mien le faisait pas, mais qui nous pesaient à tous les entraînements. Les gymnastes qui avaient 6 ans. Donc on se dit mais pourquoi peser des gamines? Et en fait parce que on voulait des corps standardisés, très longiformes, une image douce, etc. Et en fait Simone Biles, elle a un peu ramené de la fraîcheur dans tout ça. Et justement elle a montré qu'un autre modèle pouvait exister. On peut être une gymnaste professionnelle, belle, et voir aussi qu'on peut avoir en fait un corps ultra musclé, puissant. Elle, on sait qu'elle revendique aussi sa musculature à travers les choix de ses juste au corps, comme on voyait avec le premier juste au corps qui mettait vraiment en avant ses muscles vraiment saillants, prononcés. En fait, elle cherche pas forcément à adoucir sa force, justement, elle l'assume, elle le met en valeur. Et justement, après sa prise de parole durant les JO de Tokyo en 2021, là où on sait qu'elle avait complètement arrêté la compétition avec son équipe, qu'elle avait décidé pour sa santé mentale de se retirer, on voit qu'en fait, les choix vestimentaires, ils prennent encore plus de sens et ils renvoient un message fort. Ici, c'est elle, c'est Simone Biles qui contrôle son corps, qui choisit son image et son rythme, et non les médias et les institutions sportives qui dictent en fait son corps, la personne qu'elle est physiquement et mentalement à l'intérieur. Moi je trouve que c'est pas lié à la mode parce que je trouve qu'elles sont toutes pareilles, elles ont toutes un juste corps qui a à peu près les mêmes dimensions, quelque chose de très moulant, et pour moi ça représentait pas l'expression de soi, tu vois. Ok, là on parle un peu des paillettes, on parle un peu de représenter son pays, mais à part ça... Je sais pas, il y a peut-être la coupe de cheveux aussi qui rentre en jeu, ou tu vois, c'est une coupe qui est très millimétrée, tu vois, genre c'est les cheveux qui sont tirés derrière, tu vois. Et pour une athlète noire, de pas montrer ses cheveux tels qu'ils sont, et c'est un sport qui est tellement cadré que ça manque d'expression de soi. Mais c'est peut-être mon avis qui est personnel et qui est peut-être pas lié à... peut-être pas bon, tu vois. Je pense qu'il y a encore à faire. Par exemple, autoriser peut-être les gymnastes à porter autre chose que simplement des juste au corps. Mais je pense que justement déjà, pour une femme noire, de dire, en fait, je vais m'assumer déjà avec
ma musculature, ma taille petite, essayer de ne pas rentrer dans ce cadre. Après, je suis d'accord, là, on est dans des compétitions telles que les JO, donc forcément, il va avoir une coupe de cheveux qui est très tirée en arrière. Moi, je sais que j'avais tout le temps les cheveux tirés en arrière, je garde encore cette mauvaise habitude. C'est pas vraiment le vêtement qui est important, tu vois, si le vêtement il peut être très standard, mais c'est aussi la personne qui porte le vêtement. Voilà, la façon de ce qu'elle l'assumer. incarne aussi derrière. Et, du coup, ce qui serait intéressant, c'est de l'avoir aussi, en dehors du coup des compétitions sportives et sur les tapis rouges. Justement, là, on la voit au Met Gala en 2025. Elle fait souvent des tapis rouges parce que, pareil, au-delà d'être... C'est un tapis bleu. Voilà, la musculature, c'est. Ah ouais, ouais. Si, non, mais la tenue est pas mal du tout, il n'y a pas de souci. Mais la musculature, c'est impressionnant. Ouais, T'as ouais. peur là aussi? Ouais, j'ai peur. Et justement, donc, elle aussi, en fait, c'est devenue une influenceuse. On sait qu'elle a fait notamment un documentaire qui est sorti sur Netflix où elle retrace tout son parcours, notamment en 2021, avec ses prises de position sur la santé mentale, etc. Et on voit en fait que, donc, notamment quand elle participe à ce genre d'événements, que ce soit le Met Gala ou autre, donc comme j'ai dit, elle a participé 2 fois au Met Gala, là c'est en 2025, donc l'année dernière. Là, on voit qu'elle a arboré une tenue bleu vif, signée Arbisan Studio, une tenue courte, structurée, avec une longue traîne qui ajoutait du mouvement à sa tenue. Les accessoires étaient assortis, y compris les talons bleus qu'on voit, créant un ensemble quand même cohérent, vibrant et joyeux. Donc on voit quand même que là, elle a un style affirmé. On voit qu'en fait, en dehors du tapis, elle aurait pu choisir, comme d'autres influenceuses peuvent parfois le faire lors d'événements, être simplement dans une robe noire, longue, moulante. Là quand même, elle en impose, je trouve, que ça soit avec sa longue traîne, avec cette couleur bleu vif, avec ses motifs. Alors ça peut plaire ou ne pas plaire, je sais pas. Je pense que toi, Jess, ça va pas trop te plaire, non? Moi j'aime bien. Voilà. Moi je trouve que c'est too much parce que genre tu vois t'as des matières qui sont hyper Ouais. épaisses, déjà elle est très musclée. Donc tu rajoutes une énorme traîne, un gros nœud, une matière qui est très épaisse avec des strass et tout, je trouve que c'est too much, mais après je trouve ça intéressant qu'elle mette en valeur son corps et qu'elle le cache pas. Mais même les talons, tu vois, genre... Je pense que c'était pour dire, ok, je suis là, je mets une tenue courte, comme Ouais, ça ouais. on voit mes jambes, on voit ma musculature, pareil. Mais c'est pas adapté à sa débardeur. morphologie, tu vois, genre on dirait que c'est un peu comme un costume, tu vois. Ouais, je Plus comprends. que quelque chose qui te fait te sentir féminine et... Mais justement, sur ses réseaux sociaux, justement, ce qu'elle montre aussi, c'est donc elle a un style affirmé, mais elle alterne aussi avec des tenues plus confortables qu'elle porte sur les réseaux sociaux. On voit que souvent, par exemple, elle va osciller entre streetwear, look confortable, et donc là, tenue ultra glamour, refusant, elle, d'être cantonnée à une image simplement de la sportive, un peu comme c'était le cas pour... Eline. Voilà, tout à fait. Et j'aimerais terminer sur une petite citation que elle disait justement et qui, je trouve, la représente bien, c'est « Peu importe à quoi tu ressembles, tu peux viser l'excellence et tu peux être excellente. » Et je trouve ça pas mal. Bah, ça la représente bien du coup. Hein. C'est une athlète qui est excellente dans son domaine. Ouais. Merci beaucoup. Sur les cours comme sur les tapis rouges, elle a toujours refusé de rentrer dans les rangs. Serena Williams, une légende du tennis, a aussi marqué l'histoire par ses looks. Jupe en jean, combinaison moulante, tutu, basket montante, souvent polémique et toujours assumée. Serena Williams, elle a commencé il y a très longtemps avec un style déjà très prononcé, déjà avec juste des perles dans les cheveux, qui était un choix de son père. Donc là, c'est un look que j'ai mis pour commencer, qui est vraiment très marquant. On voit pas du tout ça au tennis d'habitude. J'en parlerai plus tard, ça lui a valu quelques réprimandes de la part de plusieurs organisateurs, notamment Wimbledon, qui a demandé après à regarder ses looks avant qu'elle arrive sur le cours pour les valider. Ouais. Mais Une sorte ces preuves, d'autorisation préalable un peu... de validation, ouais. Mais c'est preuve que du coup elle est là pour casser les codes et un peu chambouler le patriarcat qui régit dans le monde du tennis. Je disais, elle débutait donc sur les cours avec sa sœur Vénus, et toutes les deux, elles ont gardé les perles qu'elles avaient dans les cheveux pendant les entraînements qui figuraient pas dans le règlement du tennis, et donc du coup elles ont pu les garder pendant les compétitions. Donc elle a commencé dès le début, dès l'adolescence, à avoir un style remarquable qui est ensuite devenu une signature dans un univers où le tennis féminin était très normé, très restreint d'un point de vue style, c'était très classique. Donc Serena très tôt comprend que le cours c'est aussi
une scène pour pouvoir s'exprimer d'un point de vue stylistique. Dans les années 2000, ça marque un peu un tournant, non? Un tournant pour plein de joueuses et même d'un point de vue mode, c'est un vrai bang. Mais du coup, Serena en profite aussi et elle refuse clairement l'uniforme sage du tennis. Et on peut voir avec la photo suivante une jupe en jean. Alors le jean, ça a été jamais vu sur les cours avant. Ouais. Et on reste quand même sur le sport, donc ça paraît pas forcément évident comme matière textile de mettre du jean. Et pourtant, ça marche. Et en plus de ça, moi je trouve que c'est super beau. Ah ouais, C'est hyper elle est bien magnifique. taillé. Il y a des plissés devant qui n'empêchent pas le mouvement. Le seul X a été les cuissardes qui ont été interdites Moi, j'aime bien. par... Bah oui, mais sauf qu'il y a un règlement dans le tennis. Ça a été demandé qu'elle les retire avant de pouvoir jouer. Et donc ça, c'était pendant l'US Open de 2024. Je crois que ça fait un style, le jean et les cuissards. Donc franchement, ça rend bien. La photo d'avant en rose, je suis pas forcément fan parce que bon, après c'est la performance sportive avant tout. Je sais pas si t'es vraiment à l'aise avec une veste quand tu joues au tennis, tu vois la tenue rose juste avant. Alors, Est-ce que ça privilégie la performance? Ouais, Parce je que pour crois moi, il qu'il faut a lier les gardé deux, que faut- pour l'entraînement, pour Ah, ça les va. échauffements. Après, elle a enlevé la veste et donc dessous, ça a été une combinaison assez classique. Et avant cette tenue-là, elle avait d'abord fait une petite polémique. Il y en a eu plein avec Serena Williams. Il y en a eu une dernièrement avec le Super Bowl où elle a fait une campagne publicitaire pour de la minceur, des programmes de minceur. Donc les casseroles, elle en a. Et la première, c'était donc en 2022 avec une combinaison moulante. J'ai pas retrouvé la photo, mais on peut imaginer une combinaison assez moulante. Pareil à l'US Open en 2022 et qui a créé un véritable choc visuel. Et ensuite, elle a enchaîné avec cette mini. Non, moi franchement j'aime beaucoup le choix de la jupe en jean. Je trouve que ça peut être tout aussi confortable en fait, parce qu'on voit qu'elles ont l'habitude de jouer avec une jupe et que là en fait c'est juste une matière qui est différente. Et je pense que c'est pas comme si elle avait mis un vrai jean baggy pour jouer au tennis. Surtout ça vient casser avec le noir qui est présent dans le haut et dans le bas aussi, avec vraiment une couleur très différente. Ouais, et ça une fait matière ressortir un la peu pièce. En plus. différente, ça fait un peu ressortir la pièce qu'elle arbore, donc ça c'est intéressant. Et puis surtout Serena Williams, en tant qu'amateur de tennis, elle a toujours eu ce côté assez agressif quand elle jouait, etc. Ouais. Et là je trouve que ça explore vraiment sa féminité, d'autant plus sur la photo qui était tout à l'heure. Je trouve que c'est très bien qu'elle puisse faire le contraste un peu avec ce qu'elle est sur le terrain mais aussi en dehors. En tout cas, les guêtres, elle n'a pas pu. Les Ces garder, parties noires, elle n'a pas pu les garder parce que ça faisait un manquement aux règles et à l'accoutrement des joueurs. Et c'est pas le premier, elle va enchaîner donc avec les tenues emblématiques et problématiques. Ensuite, elle a enchaîné avec des jupes tutu au ITA de Championships, un ensemble vert citron à l'Open d'Australie, un blazer Nike pour l'échauffement à Wimbledon, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure qui était rose. Donc chaque événement pour elle ça devient une vraie arme mentale et symbolique. Pour elle c'est une manière d'intégrer la mode dans un univers qui est pas du tout ouvert à ça de base. Et en plus de ça, ce qui est intéressant c'est que avec le choix des matières, donc là le jean et puis tout à l'heure avec le blazer, ce sont des styles assez urbains. Et donc elle amène la rue même au tennis et ça permet aussi de un peu démocratiser le tennis qui est de base un sport d'élite. Et ça d'ailleurs on le voit très bien dans le film La méthode Williams qui avait été fait en 2021. Très bon film biopic sur justement comment Serena et sa sœur ont été entraînées par leur père Richard, mais en plus de ça, on voit le reste de la ségrégation même dans le milieu du tennis en Californie et ensuite à Miami en Floride. Ouais. Donc tous ces premiers looks, c'est des choix purement personnels et ensuite après, ça lui a permis donc de s'ouvrir à des contrats. Et notamment Nike, qu'on voit là, qui lui a signé un gros chèque, qui a vu Serena Williams comme une véritable figure et une porte ouverte au marché féminin dans la mode et spécialement dans le tennis. Et donc là, ça enchaîne ensuite des imprimés léopards, des robes à des coupes, des combi-shirts, des piercings au nombril qui sont visibles, des ensembles roses flashy. Donc le message est clair, le corps de l'athlète féminin n'a pas à se faire discret. Et à Wimbledon, parce que ça paraît très codifié, ça a pas dû toujours passer ce genre de choses, non? Non, alors comme j'avais dit, c'était son premier manquement au règlement et elle en a enchaîné. Et donc pour cristalliser ces tensions avec Wimbledon, comme j'avais dit, les organisateurs ont demandé à voir ces tenues à l'avance avant qu'elle rentre sur le court pour les valider. Donc il y avait une véritable crainte qu'elle dépasse les codes et les règlements. Et donc cette surveillance-là antérieure au jeu révèle clairement une peur de l'audace et de la différence. Même scénario aussi en France, à Roland-Garros en 2018, où elle avait une combinaison Nike noire qui était pensée pour des raisons médicales parce qu'elle venait d'accoucher de sa première fille.
et qui ont été jugées inappropriées. Donc à ce moment-là, la FFT n'avait pas accepté sa tenue, elle lui avait demandé qu'elle change. Mais ce qui est intéressant dans cet événement-là, c'est que Nike avait soutenu son érégiste, donc Serena Williams, en tweetant, je cite, « Vous pouvez priver un super-héros de son costume, mais jamais de ses super-pouvoirs ». Et ça, c'est un peu beau quand même qu'une marque défende vraiment, ça n'arrive pas toujours. C'est rarement le cas même. C'est rarement le cas, et surtout dans le domaine du sport, souvent les marques préfèrent même rompre les contrats, c'est plus facile, et là clairement il y avait une vraie défense féministe. Et quelques jours plus tard, Serena Williams, elle est devenue une muse d'une collection Nike avec le créateur Virgil Abloh, qui nous a quittés il y a quelques années, avec un tutu revisité et des baskets marquées du mot Queen. Donc c'est une totale fusion entre mode et tennis, mais ça pour moi ça paraît déjà plus logique qu'avec la gymnastique. Pour moi, c'est deux milieux qui vont un peu de pair. Et je trouve que c'est une fusion qui n'est pas du tout anodine. Serena, en fait, les gens ne le savent pas, mais elle a étudié le design à l'Art Institute of Fort Lauderdale. Bon, elle n'est pas sortie avec un diplôme, mais elle a quand même étudié quelques années là-bas. Elle avait étudié le design de mode, donc elle était faite pour ça. Et ça lui a permis notamment d'ouvrir sa propre ligne de vêtements qui s'appelle S by Serena. Ça, on ne va pas trop juger sur sa marque, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une vraie recherche de... C'est tout le monde. C'est vrai que c'est à la mode de créer sa propre marque, mais là, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un vrai intérêt. Et sur le tapis rouge, elle devient aussi une égérie, donc elle choisit Versace et Gucci. Et ça, c'était à l'occasion de la remise de prix pour le film biopic de 2021, La méthode Williams, dont j'ai parlé plus tôt, où elle était aux Oscars de 2022. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une archive de Versace. Donc une archive, c'est quand les tenues sont sur les défilés, présentées aux acheteurs, aux influenceurs, aux journalistes et tout ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Serena a demandé à voir les différentes archives de Versace et a demandé à ce que cette robe elle soit coupée et ajustée à sa taille, parce que c'est une athlète, donc elle a une certaine carrure, c'est pas du tout un taille mannequin. Et Versace a accepté de retravailler cette robe sur elle pour l'événement, et ça c'est assez beau. Puis moi je trouve que ça lui va bien. Moi je trouve que ça lui va bien, ça la met en valeur. Bon après évidemment elle a des oui. bras hyper musclés. Je trouve que la couleur de la robe avec la couleur de sa peau, ça va bien. Ouais. Vous en pensez quoi ? Je la trouve beaucoup plus élégante sur un court personnellement. Peut-être que j'ai l'image de la tenniswoman, etc. Mais je trouve que sur un court, les habits qu'elle peut arborer sont beaucoup plus intéressants. Ils lui vont beaucoup mieux. Je trouve que justement sa carrure n'est pas vraiment compatible avec l'effort qu'elle a fait. Après, il faut évidemment souligner l'effort et bien sûr qu'elle a le droit d'explorer sa féminité et d'autres styles. Mais c'est vrai que moi je me suis habitué un peu à cette image du court et du style qu'elle peut avoir. De la rebelle. Ouais, voilà un peu. Okay. Mais en même temps, c'est intéressant de voir comment une athlète profite aussi des occasions pour exprimer sa féminité, qui n'est pas forcément l'occasion sur un court de tennis. Le message, il est clair, corps en tout cas très musclé, puissant, donc loin des standards féminins traditionnels. Ce qui était aussi intéressant avec cette tenue, c'est qu'elle recyclait en plus les vêtements, donc il y a un vrai intérêt mode derrière. Ouais. Et c'est là-dessus que je pense qu'on peut dire que c'est une vraie figure mode. En 2022, elle avait annoncé la fin de sa carrière. Donc elle laisse un héritage assez immense, 23 titres au Grand Chelem, une influence majeure sur la mode. Donc peut-être pas sur les red carpet parce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'apparitions, mais en tout cas sur les courses, qui a inspiré et donné chambre libre à plein d'autres joueuses de pouvoir s'exprimer, notamment du coup avec Nike qui s'était un peu plus intéressé sur le sujet, et surtout donc une liberté conquise à coups de raquettes et de tissu. Donc au final, on peut dire que c'est une athlète hors norme, une figure d'émancipation. Et elle a prouvé que sur un court, d'ailleurs, on peut gagner sans jamais renoncer à être soi-même. Donc c'est beau. Voilà, je vous remercie tous d'avoir été présents pour cette émission. Merci à toi, Jade. C'était une émission un peu spéciale sur la mode et le sport, et je trouve que c'est cool qu'on ait pu parler des femmes athlètes, mais aussi des hommes athlètes. Et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la mode. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir. Évidemment, oui. Bien sûr. Et on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission.